Comment un seul jour peut-il être à la fois l'acte de naissance d'une nation et le début d'une catastrophe pour un autre peuple? Le 14 mai 1948 est précisément un jour de ce genre, une date qui, au Proche-Orient, signifie tout encore aujourd'hui et qui a posé les jalons d'un conflit qui tient le monde en haleine. Dans la première partie de notre voyage, nous avons vu comment, après la fin du mandat britannique, le plan de partage de l'ONU pour la Palestine s'est fracassé au sol et la violence a escaladé. Nous sommes maintenant au bord du gouffre. Imaginez un après-midi chaud à Tel Aviv. Dans un petit musée, la foule se presse. L'air est à couper au couteau, un mélange d'attente fébrile et de peur mortelle. À 16 heures précises, un homme avec une couronne de cheveux blancs s'approche du micro. David Ben-Gourion, le Premier ministre d'Israël. Il lit la déclaration d'indépendance. Il parle de la réalisation du rêve de génération, d'un État juif en Eretz Israël, la patrie du peuple juif. Pour les Juifs en Palestine et dans le monde entier, c'est un moment d'une importance historique, presque biblique. Après 2000 ans de diaspora, après l'horreur inimaginable de l'Holocauste, il y a de nouveau un endroit qu'ils peuvent appeler leur patrie. Mais ce document était à la fois un acte de naissance et une déclaration de guerre. L'encre de la déclaration d'indépendance était à peine sèche que les premiers coups de feu retentirent. La nuit même, les armées d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, du Liban et d'Irak envahirent l'ancien territoire sous mandat britannique. Leur objectif était clair et ouvertement communiqué: la destruction de l'État juif nouveau-né et l'empêchement du partage de la Palestine. Le monde arabe percevait la fondation d'Israël comme un acte de colonisation occidentale, comme une injustice envers la population arabe qui y vivait depuis des siècles. La guerre qui commençait alors allait entrer dans les livres d'histoire, mais sous deux noms complètement différents. Pour les Israéliens, ce fut la guerre d'indépendance, un combat de David contre Goliath. Un État minuscule, mal équipé, contre la supériorité numérique de 5 armées régulières. C'est du moins le récit fondateur, profondément ancré dans la conscience nationale jusqu'à ce jour. C'est l'histoire d'une résistance héroïque, de survivants de l'Holocauste qui se battaient maintenant, les armes à la main, pour leur simple survie. Et contre toute attente, Israël vainquit. Lorsque les armes se turent après plus d'1 an, le jeune État avait non seulement survécu, mais il avait étendu son territoire bien au-delà des frontières du plan de partage de l'ONU. Pour les Israéliens, ce fut un miracle, une preuve de leur détermination et de leur volonté de vivre. Mais pendant que les uns célébraient, les autres vivaient la plus grande tragédie de leur histoire. La Nakba, la catastrophe. Pour les Palestiniens, cette guerre n'était pas une guerre d'indépendance, mais un nettoyage ethnique. Environ 750 000 personnes, plus de la moitié de la population arabe de l'époque, ont fui ou ont été chassées de leurs maisons et de leurs villages. Des régions entières furent dépeuplées, des centaines de villages détruits et rayés de la carte. Les récits de cette fuite sont marqués par la panique, la violence et la perte de tout ce qu'ils possédaient. Ils pensaient ne partir que pour quelques semaines, jusqu'à la fin des combats. Mais la plupart d'entre eux ne devaient jamais revoir leur patrie. Du jour au lendemain, des paysans et des citadins devinrent des réfugiés apatrides. Et qu'en est-il advenu de Jérusalem, la ville sainte, qui signifie tant pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans? Le plan de l'ONU avait prévu une administration internationale, mais la guerre a déchiré la ville en deux. Jérusalem-Ouest est devenue la capitale d'Israël. Jérusalem-Est, y compris la vieille ville historique avec le mur des Lamentations, le Saint-Sépulcre et le dôme du Rocher, est tombée sous le contrôle de la Jordanie. Une frontière de barbelés et de champs de mines, appelée la ligne verte, séparait désormais les familles, les quartiers et les lieux saints. Pendant près de 20 ans, il fut impossible pour les Juifs de prier au mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du judaïsme. Un traumatisme profond pour les uns, tandis que les Palestiniens de Jérusalem-Est vivaient désormais sous domination jordanienne, coupés du reste de leur pays. Ici, nous voyons comment deux mémoires complètement opposées d'un même événement naissent. D'un côté, le récit héroïque de l'indépendance israélienne, un triomphe de la survie et de l'autodétermination. De l'autre, le récit de la souffrance de la Nakba palestinienne, un traumatisme national d'expropriation et d'expulsion
qui façonnent le cœur de leur identité jusqu'à aujourd'hui. La clé de la maison, emportée lors de la fuite, est devenue le symbole du droit au retour. Pour les Israéliens, la lutte de 1948 est devenue le mythe fondateur de leur nation. Deux vérités qui coexistent et s'excluent mutuellement. En 1949, la guerre était terminée, mais la paix était loin d'être acquise. Un nouvel État était apparu sur la carte du monde, consolidé par une victoire militaire. En même temps, un peuple était devenu sans patrie, son destin reposant désormais dans des camps de réfugiés dans les pays voisins. Et Jérusalem, le cœur du conflit, était une ville divisée, blessée. Les lignes de front de 1949 n'étaient pas des frontières de paix, mais seulement les lignes d'un armistice. Ce n'était qu'une question de temps avant que la prochaine escalade ne suive. Les graines des guerres à venir étaient semées. Si ce voyage dans un passé complexe vous plaît, et que vous voulez comprendre comment de ces événements sont nées les guerres du futur, alors laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions dans les commentaires. Restez curieux.